Aujourd'hui, je veux faire un projet blockchain, je veux des token économistes, je veux ne serait-ce que des dirigeants qui comprennent quelque chose. En France, je ne les trouve plus. Tous les petits exchanges français, tous les petits acteurs face à Mika, ils ne survivront pas. En fait, en France, on ne sait pas laisser une liberté d'innover au début et puis derrière, d'encadrer et de structurer les choses. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça engendre des accidents, ce qu'on n'est pas prêt à assumer en France. Pourquoi les banques aujourd'hui en France, elles acceptent pas la crypto? Technologiquement, elles savent le faire. C'est une décision politique basée sur des peurs. Il faut beaucoup de courage. Et du courage en politique, c'est probablement la dernière chose que les hommes politiques ont envie d'avoir. Parce que le courage, ça implique un danger. Et personne ne veut se mettre en danger. Les élus au sens large, c'est la seule fonction au monde où on est capable de dire t'as été élu, tu as la compétence, aucune formation. Ça veut dire que derrière on a des gens qui vont peut-être être en commission finance, en commission sociale, en commission affaires étrangères, armée, etc. Des sujets qui sont un petit peu lourds, qui ont aucune formation. Le problème, c'est que l'IA, comme elle est crescendo, comme elle a une puissance exponentielle et un temps d'adoption qui est extrêmement court, on perd pas seulement du temps, on perd une valeur infinie. Salut à tous, cette semaine en Crypto Coulisses, j'interviewe Fabien Aufrechter, VP Stratégie et Innovation au sein du groupe Vivendi. Pour rappel, Vivendi, c'est le groupe Canal+, mais aussi Havas, Dailymotion et d'autres entités. On a discuté de ces nombreux challenges du moment, notamment dans l'intelligence artificielle, comment authentifier les contenus médias, comment lutter contre les deepfakes et comment ne pas se faire aspirer ces contenus par des IA. On viendra aussi sur les multiples casquettes de Fabien, je ne vous en dis pas plus. Avant que l'épisode commence, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon contenu et c'est parti pour l'épisode avec Fabien. Et tu penses qu'un jour, les IA seront plus créatifs que les humains? Bien sûr, elles le sont déjà. Moi, j'ai fait un jeu il y a à peu près 1 an et demi qui m'a beaucoup marqué. Okay. J'étais en Californie et j'étais en train de rigoler avec un ingénieur, en train de lui dire non mais faut pas exagérer, non mais une IA avant que ça me dépasse. Il m'a dit ah ouais tu veux jouer? Donc il m'a dit tiens regarde, on va faire un jeu super simple. Tu vas prendre ce petit tableau et ce petit tableau c'est vraiment ton tableau de bord. Tu deviens là pendant quelques instants PDG d'une boîte de logistique. Tu as 10 questions à répondre et tu vas faire de ton mieux. Moi je m'applique, je prends 5 minutes, je coche les cases, je réponds aux questions. Et puis je suis content parce que à la fin, taux de croissance 80%, rapidité 5 minutes, enfin plutôt pas mal quoi. Ouais. Il me dit bon, t'es content de toi? Regarde, je suis pas trop mauvais apparemment, j'ai réussi à avoir une croissance. Il fait regarde, l'IA, elle a mis 10 fois moins de temps que toi, elle a mis non pas 5 minutes, mais le 10e et elle a fait un taux de croissance quasiment le double du tien. Je fais mais il fait bah oui. Alors en fait, l'IA lorsqu'il s'agit d'aide à la décision, elle est déjà efficace. Et lorsqu'on parle de créativité, franchement aussi, après c'est une question de temps, c'est une question évidemment de technologie, c'est une question d'amélioration constante de la tech. Mais oui, demain l'intelligence artificielle sera créative et ça fait très peur à l'industrie créative. Pour ma part en tout cas, je pense qu'il faut pas en avoir peur, il faut plutôt l'intégrer. Mais ça veut dire qu'il faut aussi transformer nos métiers. Complètement. Alors, c'est vrai qu'en plus on vit dans un monde de plus en plus complexe, c'est-à-dire de plus en plus d'informations, et c'est vrai que la capacité humaine à traiter tout ce flux d'informations est limitée, contrairement à une IA finalement qui a... Et c'est le problème peut-être, j'allais dire social, lié à l'IA. C'est la première fois qu'on a une technologie qui va pas aller chercher l'école blanc, mais l'école pas l'école bleue, mais l'école blanc. Ouais. C'est les dirigeants. Et c'est dur de dire à un dirigeant, c'est toi la cible. Parce que d'habitude, on a l'habitude que ce soit les ouvriers, on a l'habitude que ce soit peut-être les employés entre guillemets plus bas de gamme. Mais non, là, c'est les dirigeants directement qui sont les premiers concernés. Et puis toutes les fonctions qui sont plus des fonctions support. C'est des fonctions d'aide à la décision, c'est des fonctions de création. C'est là où la disruption apportée par l'intelligence artificielle est quelque chose vraiment de nouveau et de fort. Ouais. Typiquement, je prends toujours le même cas parce que c'est un truc qui m'amuse. À partir du moment où c'est le PDG lui-même qui se fait disrupter, comment on gère l'entreprise? Est-ce que demain c'est une IA qui gère l'entreprise? Il y a bien des boards qui vont intégrer des IA. Ouais. Mais en fait, c'est pas si simple. Typiquement, demain, si mon PDG il reçoit un message et il a l'impression de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas la personne avec qui il croit. C'est lui-même qui est en danger. Une IA, elle sait éviter ça. Ouais. Donc l'IA, elle peut être plus entre guillemets intelligente que l'humain. Ouais, complètement. Et c'est tout ça qui aujourd'hui est un défi. Le défi superbe, sublime, j'ai envie de dire, c'est le défi du PDG qui a une assistante. Parce que l'assistante humaine, elle est beaucoup moins efficace qu'une intelligence artificielle demain. Pour pas dire aujourd'hui. Le nombre de PDG qui se font déjà avoir sur des différents types d'arnaques. Je prends toujours le même cas pareil. Je suis PDG, je dois aller signer un grand contrat et mon assistante reçoit un coup de fil avec ma voix, mon identité et je suis en train de lui dire qu'il faut annuler mon billet d'avion
bah moi je rate mon contrat, puis elle a pas compris ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a pas forcément formé, accompagné, structuré, et on n'a pas forcément compris que bah, l'intelligence artificielle, c'est pas que sur les entre guillemets fonctions service ou support. Non, c'est pour tout. C'est vraiment pour toutes les fonctions, et en particulier pour les fonctions de direction. Ouais, carrément. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui 2 catégories de personnes par rapport à l'IA, notamment sur des postes à décision. Ceux qui voient l'IA comme une menace et ceux qui voient l'IA comme une opportunité, plus un outil en plus d'aide à la prise de décision ou comme un accompagnement, et d'autres qui se disent tiens, l'IA va me remplacer. Bah, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. L'IA va pas remplacer, et l'IA n'est pas seulement un nouvel outil. C'est pas une nouvelle boussole, c'est un peu plus que ça. C'est quelque chose qui va transformer durablement la manière de travailler. C'est quelque chose qui va forcément nous imposer de décider, diriger, piloter différemment. C'est aussi quelque chose qui va aussi nous permettre de nous recentrer. Moi, j'aime bien cette idée que le dirigeant, son job, c'est peut-être pas d'être dans son bureau uniquement à prendre des décisions sur son carnet tout seul. Peut-être que son rôle, c'est d'être au contact avec les équipes et de rendre l'humain au cœur. Et du coup, peut-être que l'IA va être quelque chose qui va lui dégager du temps sur des décisions que de toute manière il allait prendre en devant lire énormément de documents, en agrégeant énormément de choses. Peut-être que ce temps-là, il peut le gagner pour se recentrer sur l'accompagnement peut-être plus humain. Ouais. Ce qui est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle quand même. Quand même, moi je suis complètement aligné avec ça, c'est-à-dire que en fait ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui voient ça comme une menace, d'autres comme une opportunité, et je suis complètement d'accord. En fait, ça te libère tout simplement du temps et de la charge mentale pour effectivement aller sur des tâches qui seront, j'espère, pas tout de suite remplacées par des IA, notamment des tâches plus focus sur l'humain en fait. Du travail de relation. Oui, bah si je devais prendre un parallèle, je dirais le train à l'avion. Quand on n'avait que le train et qu'on devait faire une boîte internationale, on mettait beaucoup de temps et on passait beaucoup de temps dans le train. On le faisait quand même les voyages, mais on prenait beaucoup de temps pour faire ces voyages. L'avion a réduit les distances. Je dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien. Je dis juste que ça permet de travailler différemment, d'aller peut-être plus vite, moins longtemps, différemment. Ça a des conséquences, hein, et d'ailleurs l'avion, comme l'IA, a des conséquences écologiques, a des conséquences sociales, a des conséquences très plurielles et très différentielles, mais ça permet de travailler, de penser le travail différemment. Et là, c'est plus la question d'avoir peur ou de pas avoir peur, hein. C'est la question, on est dedans, on a les pieds dedans, maintenant on avance et on l'intègre et on réfléchit à comment essayer d'en développer une pour chaque entreprise, souveraine, éthique, et puis d'une certaine manière humaine. Ouais, complètement. J'ai toujours été hésitant à promouvoir une plateforme d'échange crypto, mais celle qui sponsorise cet épisode, ce n'est pas une plateforme comme les autres. Il s'agit de Coinbase, la plus grande entreprise crypto cotée en bourse et qui a récemment intégré le SP500. Si vous êtes déjà client Coinbase, sachez qu'il existe l'offre Coinbase One à partir de seulement 15 € par mois qui vous permet d'avoir des frais de trading nuls, mais aussi d'autres avantages comme un meilleur rendement sur votre stacking et des récompenses sur des protocoles de finance décentralisés comme Morpho et Aerodrome. Et si vous n'avez pas encore de compte Coinbase, inscrivez-vous grâce au lien en description et effectuez un premier trade pour recevoir une récompense de bienvenue, pouvant aller jusqu'à 150 € en Bitcoin. Et c'est reparti pour l'épisode. Pour revenir sur le point de tout à l'heure, c'est comment authentifier les contenus médias que tu crées, notamment au sein d'Avas. C'est quoi un peu les enjeux? Parce que c'est quoi? C'est déjà le risque, c'est que des IA récupèrent ce contenu-là pour se l'approprier, ou même pas des IA d'ailleurs, mais aujourd'hui, comment tu arrives à authentifier le contenu que tu crées et éviter que d'autres personnes le récupèrent et le rebrand sous leur casquette? En fait, le problème, il est, je dirais, en plusieurs morceaux. Nous, chez Vivendi, on est une boîte qui a été créée, je fais toujours la blague, ça a été créé par Napoléon III. Donc c'est un petit peu vieux, ça a été transformé 10 fois. C'était d'abord la compagnie des eaux, les frères Perrier. Ensuite, ça a été une compagnie pour le real estate, pour plutôt financier, avant d'arriver à l'entertainment. Donc on est une boîte qui sait se transformer. Et quand on est une boîte qui crée des contenus et qu'on a une technologie qui crée des contenus, c'est le core business qui est, entre guillemets, attaqué. Et il n'est pas attaqué de manière unilatérale, il est attaqué de manière très plurielle. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord des attaques qui vont être vraiment structurées sur le copyright. C'est pas des choses nouvelles, chez Canal+, le piratage, on connaît. Mais derrière, on va avoir des attaques qui peuvent être beaucoup plus précises. Par exemple, on a des photojournalistes. On a des marques de médias, par exemple chez Prisma Media, dans le groupe, on va avoir des photoreporters. Un photoreporter qui fait une photo en Ukraine d'un charnier, je dis n'importe quoi. Et la Russie qui dit que c'est un faux. Comment on prouve? Et là, on n'est pas sur qu'un contenu qui a été fait avec de l'IA. Comment on prouve qu'un contenu n'est pas un faux, n'est justement pas teinté d'IA. Donc on va avoir cette question qui va être comment authentifier un contenu qui est réel, qui est unique, qui est authentique. Comment on arrive à démontrer qu'un autre contenu est fait avec de l'IA, est fait en partie avec de l'IA,
Et puis après, la question, c'est est-ce qu'un contenu fait avec ou par l'IA a la même valeur qu'un contenu qui est complètement authentique? Et ça pose énormément de questions. Parce que quand on n'arrive pas à faire la différence, il y a eu au Japon, je crois, un livre qui avait été même primé et qui avait été fait par une IA. Est-ce que pour autant, il n'a aucune valeur? C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, en fait, qui remporte les honneurs? Est-ce que c'est le créateur de l'IA? Est-ce que c'est la personne qui a balancé le prompt? Enfin, ça pose aussi des questions de à qui et ben derrière, ça va être des questions de régulation, puisqu'on est sur des questions de propriété. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur ces questions et que les réponses sont pas toujours les mêmes suivant les pays, suivant les 5 continents. J'ai eu l'occasion de faire à peu près une vingtaine de pays depuis septembre. Okay. C'est des questions qui sont appréhendées de manière très très différente. Et c'est ce qui est passionnant, parce que finalement, c'est quand même la première fois qu'on a une question globale appréhendée de manière différente, mais avec une réponse technologique unique, puisque pour répondre à cette question de comment on protège le contenu, il faut de la transparence, il faut de la sécurité, évidemment, mais il faut aussi qu'on soit plus sur quelque chose de centralisé. Et c'est là qu'arrive la blockchain et le Web3, qui n'est pas perçu ni porté comme une solution miracle, mais qui est en fait la seule solution qui répond à la question. Hyper intéressant. Comment d'ailleurs tu penses ça se matérialiserait, ce serait d'un point de vue très concret? Comment on pourrait utiliser la blockchain pour authentifier des contenus En fait, ça existe déjà. La seule chose, c'est qu'on a un peu, surtout en France et en francophonie, les yeux un peu fermés. Moi, j'ai été extrêmement étonné, par exemple, quand j'étais en Chine. On a vu d'Europe l'impression que la Chine, c'est un pays anti-crypto. En fait, pas du tout. En Chine, il y a une bourse aux actifs culturels qui est à Shenzhen et qui déjà propose une solution pour pouvoir protéger toutes les campagnes de publicité. C'est déjà sur blockchain complètement public. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont une plateforme où on peut faire les deux. C'est-à-dire, soit on a un contenu authentique qu'on veut juste certifier, et c'est assez rigolo parce qu'on appuie sur le bouton et on a le certificat qui a une valeur légale. Et de l'autre côté, on peut y utiliser un certain nombre de prompts ou d'IA qui ont été, entre guillemets, validés, qui vont permettre de pouvoir créer complètement un contenu par IA ou en partie, et ensuite d'obtenir ce petit certificat qui a une valeur légale. Et en fait, c'est pas quelque chose de neuf, parce que dans l'industrie de la publicité, ça fait des années que lorsqu'on allait pitcher un client, on allait, une fois qu'on avait fini sa campagne, y compris si c'était numérique, donc sur CD à l'époque, le mettre dans une enveloppe solo et puis la stocker s'il fallait l'ouvrir. C'était complètement inefficace. Sauf qu'encore aujourd'hui, comment on fait? Pas comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas trop d'autres solutions numériques. Alors, il y a plein de solutions de signature, etc. Mais la réalité, c'est que tant que la signature, elle est centralisée, la solution, elle n'est pas très efficace. Donc, on s'en fiche. On dit même pas aux gens que c'est de la blockchain, ça leur fait peur. On dit juste que c'est une solution qui permet d'avoir vraiment une efficacité. Ouais, de toute façon, la blockchain dans ce type de cas d'usage est assez intéressante. C'est vraiment la tuyauterie, et peu importe que ce soit la blockchain ou autre chose, c'est juste, ça apporte une solution technique. Moi, je suis opposé à vendre de la tech pour de la tech. Ouais, bien sûr. Je dis toujours, je suis pas du tout dans le buzz, je suis dans le biz. Autrement dit, on s'en fiche des infrastructures. Bien sûr. Quand j'utilise un réseau social, je m'en fiche que ça marque HTTPS, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est l'usage. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre d'apporter des solutions. Et moi, je suis pas un vendeur de tech. S'il n'y a pas besoin de blockchain, on l'utilise pas, et puis voilà. Mais c'est intéressant parce que ce type de solution, est-ce qu'elle doit venir d'une institution étatique, par exemple l'INPI en France, et est-ce que ça peut venir d'un acteur privé? Parce que en quoi un acteur privé, tu vois, aurait la légitimité de proposer un tel service? C'est toute la question et c'est toute la manière différente d'appréhender le sujet. En Chine, c'est l'État qui a été porté la solution. Aux États-Unis, c'est un consortium, C2PA, qui intègre des GAFA d'ailleurs, et des entreprises, et qui sont en train de porter une norme qui sera demain ISO. Et les entreprises se sont mis entre guillemets ensemble pour pouvoir structurer une norme. En Europe, il n'y a rien. C'est fou. Et c'est ça le problème. C'est qu'en France, on a fait cocorico, on va être le pays du Web3 il y a quelques années. On a essayé d'attirer quelques acteurs, on a plutôt bien réussi. Et puis ensuite, on a créé des lois qui s'appliquaient seulement à certains types d'acteurs qui étaient millimétriques par rapport à l'industrie. Et par contre, on a oublié, tout en régulant les NFT pour le jeu notamment, on a complètement oublié que c'était les technologies qu'il fallait réguler pour protéger les industries culturelles. Or, en France, si on doit dire c'est quoi nos top industries, c'est les banques et l'industrie culturelle au sens très large. J'intègre pas que les industries créatives, le luxe aussi. Et tout ça, aujourd'hui, est percuté de plein fouet par ces technologies, à la fois l'IA, le Web3, etc. Et en fait, on n'a pas les cadres et on prend un retard considérable qui nous empêche de nous protéger. Et c'est un sujet extrêmement grave parce qu'en fait, le problème, c'est que l'IA, comme elle est crescendo, comme elle a une puissance exponentielle et un temps d'adoption qui est extrêmement court, on perd pas seulement du temps, on perd une valeur infinie. Complètement. C'est vrai que l'Europe a beaucoup régulé, mais sans forcément apporter des solutions pragmatiques pour
justement mettre ce fameux cadre qui pourrait accélérer l'adoption? On a régulé ce qui faisait peur à un certain nombre d'acteurs, notamment Mika pour l'industrie de la crypto. On a encadré Sorare parce qu'il y avait l'industrie du jeu. On a encadré les enjeux de sécurité. Mais le problème, c'est qu'on a encadré avec des outils qui fonctionnent pas forcément bien. Et on s'en rend compte de plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, on va avoir l'AMF qui va être capable de donner du PSAN, des labellisations pour des acteurs type exchange, mais qui derrière fait aucun audit cyber. On est les seuls au monde à ne pas regarder ce type de sujet. Ça veut dire qu'on flèche des acteurs sans avoir vérifié toute la partie technique derrière. On le ferait pas pour d'autres types d'acteurs. Ah ouais. Donc, on a essayé de poser des cadres, mais la difficulté, c'est qu'il y a un monde entre la politique et la technologie, et c'est le problème. Essayer de tisser ces deux mondes, c'est un peu mon quotidien, mais derrière, je me rends compte qu'en particulier en France et en Europe, on est assez en retard. Hyper intéressant. Toi, tu parles beaucoup avec des politiques. Bien sûr. Ouais, mais comment ça se... Comment... Parce que j'ai l'impression que t'as des vraies convictions, et eux, qu'est-ce qu'ils pensent de ton discours Ça dépend les pays, en fait, et ça dépend les périodes. Alors, je parlais surtout en France, par exemple. Alors, je vais faire exprès de commencer par un autre pays, mais Okay. pour expliciter le sujet français. Je vais prendre le cas des États-Unis, parce que c'est ce qui a, à mon avis, été le plus frappant. Ouais, bien sûr. Aux États-Unis, il y avait une peur, et quand on arrivait pour développer un certain nombre de sujets, c'était extrêmement compliqué. On pouvait rien faire quasiment sur les sujets crypto. Bien sûr. On le faisait, mais il fallait toujours passer par les différentes autorités, et on faisait des choses toutes petites. On l'a quand même fait. On avait fait une publicité sur blockchain pour TD Ameritrade, un acteur financier. On avait fait des petites choses, mais c'était tout petit à l'échelle de ce qui aurait été possible. Et puis là, d'un seul coup, avec l'arrivée de Trump, d'un seul coup, c'est YOLO. Ouais, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Ouais, mais en fait, on sent bien que ça va pas durer. C'est un virage intéressé plus qu'intéressant. Oui. Et derrière, je crains que ça soit un accident énorme qui suive et qui revienne de l'autre côté. Tu veux dire à l'échelle de son mandat ou à plus long terme? Les deux. Okay. Évidemment à l'échelle de son mandat, mais surtout à plus long terme pour l'industrie. À partir du moment où on va aller trop loin, on sait très bien. Mais c'est le cas pour toutes les techs, et le cas pour toutes les industries. Si on met le gouvernail beaucoup trop loin, en général, ça finit en accident. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde croit qu'il peut faire ce qu'il veut, et donc tout le monde vient aux États-Unis regarder, appréhender, voir ce qu'on peut faire. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a toujours pas de cadre. Les cadres, ils sont très fluctuants, et puis les usages sont plutôt pas très propres. Quand on a un président de la République un président des États-Unis qui est le premier à faire des mêmes coins, forcément, ça incite pas l'industrie à être très clean ni très éthique. Et ça pose des tas de questions et des tas de problèmes. Et ça inquiète. Bien sûr. Et on se retrouve après en France avec un pays qui a été le premier. Franchement, il faut le dire. À l'époque, on était les premiers à se saisir de ces technologies. On était les premiers à attirer des acteurs. On est quand même le pays qui a attiré, ou qui a été capable de voir naître en son sein des Ledger ou des Sorare, d'attirer des Binance ou d'autres GAFA de la crypto. Mais derrière, petit problème, c'est qu'on a mis tellement de temps à poser des cadres, puis ensuite l'Europe a superposé des cadres encore plus complexes, on se retrouve avec une industrie qui aujourd'hui n'est pas seulement en souffrance, qui va mourir, c'est-à-dire que dans 12 mois on revient, et il n'y aura quasiment plus rien en France malheureusement. Pourquoi? Parce que en fait, l'aspect réglementaire, le cadre réglementaire coûte trop cher aux entreprises finalement. Oui, si je dois simplifier le discours, c'est ça, c'est que ça coûte beaucoup trop cher. Aujourd'hui, tous les petits exchanges français, tous les petits acteurs face à Mika, ils ne survivront pas. Bien sûr. Et c'est malheureux parce que du coup, on se retrouve à avoir voulu propulser et investi, un PPI a mis beaucoup d'argent dans un certain nombre de solutions qui en fait vont mourir du fait des cadres réglementaires. Ouais. En fait, en France, on ne sait pas laisser une liberté d'innover au début. Et puis derrière, d'encadrer et de structurer les choses en les surveillant. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ça engendre des accidents, ce qu'on n'est pas prêt à assumer en France. Parce qu'on a une valeur de la notion d'entrepreneuriat qui est différente. Aux États-Unis, un échec, c'est pas grave, on va rebondir. En France, un échec, c'est quasiment définitif. Derrière, c'est très compliqué de repartir. Ouais, c'est vraiment une étiquette qui te colle à la peau toute ta vie, quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de différent entre les pays, entre les cultures. Si on va sur d'autres pays, typiquement à Dubaï, j'y vais la semaine prochaine, à Dubaï, la perception est très différente. J'ai envie de faire un projet, je le présente aux autorités. Si mon projet, pour des raisons X ou Y, il semble intéressant aux autorités, ils vont même, s'il le faut, me faire mon cadre pour moi. Mais par contre, je vais être extrêmement surveillé pour ne pas en sortir et j'aurai ma liberté d'innovation et d'entrepreneuriat. Mais derrière, tout en ayant mon cadre pour moi, je vais devoir faire attention de ne pas en sortir, sinon là, ça peut aller très mal. Ouais. Donc, c'est ces équilibres qui sont différents. Je rêve qu'on ait dans tous les pays du monde des gens qui comprennent tous les sujets.
La réalité, c'est que nos politiques sont souvent des généralistes qui ont leur propre métier et qui n'ont pas forcément de connaissances. En France, on a très peu de députés, par exemple, ou de parlementaires qui comprennent la tech et le Web3. C'est ça. Est-ce que le problème, il vient pas de là, déjà, qu'il n'y a pas assez de monde de la tech qui est au sein du corps politique pour justement... Oui, mais c'est pas limité à la tech. Oui, mais sur le business de manière générale, il y a un problème mais au-delà, de compréhension du business. Bien au-delà. C'est-à-dire que, typiquement, moi, je suis maire sur le côté, il n'y a pas assez de parlementaires qui ont été élus locaux et qui comprennent ces sujets-là. Ouais. C'est pas normal, typiquement, qu'on ne fasse pas d'une priorité le millefeuille territorial. S'il y avait eu ne serait-ce que la moitié du Parlement qui avait vraiment mis les mains dans le cambouis à des petites échelles, ça serait la priorité. Parce qu'on pourrait rien supprimer les départements, je crois que c'est de l'ordre de 55 milliards d'économies. Bref, on a des possibles, mais il faut des gens qui comprennent. Ouais. C'est pareil pour la tech. Côté Web3, on a combien de parlementaires qui ont un wallet? Enfin peut-être un, ouais, moi je pense à un parlementaire, Paul Midi je crois, mais j'imagine c'est le seul. C'est un problème. Je pense pas qu'il soit le seul, mais disons que c'est un problème. Et puis avoir un wallet ou pas, peu importe d'une certaine manière, mais avoir vraiment approfondi les sujets avant de faire un certain nombre de déclarations, c'est nécessaire. Aujourd'hui, je pense que la priorité quand on parle de texte, c'est pas l'IA, le Web3, le machine learning, l'IA versus AR, etc. Non, on s'en fiche. C'est la convergence. Aujourd'hui, c'est la convergence entre, d'un côté, des technologies face à des problèmes sociaux, politiques, économiques, business, voir comment il y a une adéquation et comment on peut les encadrer. Et c'est pas des sujets qui sont purement crypto. Parfois, c'est des purement IA. C'est des sujets qui sont devenus sociétaux. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait avec les influences et les ingérences étrangères sur TikTok? Est-ce qu'on continue de dire qu'on va interdire TikTok? Non. On sait bien que ça n'a pas fonctionné. On a déjà vu que ça fonctionnait pas, ne serait-ce que quelques jours quand on le fait en Nouvelle-Calédonie. Ça va générer encore plus de bad buzz et c'est quelque chose qui n'est pas gérable. Donc il faut avoir des vraies solutions qui sont des solutions qui vont être à la frontière entre la tech et la politique parfois. Et toi, tu t'es posé la question justement de dire, ayant toutes ces connaissances et convictions, aller au sein de l'Assemblée nationale, devenir député pour justement essayer de faire... Moi, je suis déjà maire. Voilà. Je suis maire de Verneuil-sur-Seine. J'ai 17 000 habitants. On fait plein de projets. D'ailleurs, on fait un forum bientôt sur la tech et l'innovation. Chacun son échelle et chacun, d'une certaine manière, son métier. Moi, je peux pas... Un parlementaire, et c'est peut-être un des problèmes, une partie de la réponse, ne peut pas cumuler avec un job dans le privé. Ouais. Donc, abandonner sa fonction, moi, je suis très fier de travailler pour Vivendi. On a une direction de la stratégie d'innovation qui fait un super travail. J'ai pas envie de les abandonner pour aller derrière prendre une fonction de député qui n'est même pas cumulable avec la fonction de maire. Là, je comprends. Donc, c'est compliqué de pouvoir additionner. Je dis pas, je m'interdis rien. Il faut rien s'interdire. Et j'invite tout le monde à s'intéresser à la politique au sens général, surtout notre communauté crypto, qui comme ça pourra passer du stade de je râle au stade j'agis. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple. Il faut réussir à trouver des personnes qui sont motivées, qui comprennent et qui vont pas se faire manipuler. Au tout début de la crypto, moi je me souviens en France, on avait des parlementaires qui se faisaient rouler dans la farine. Mais parce qu'on peut pas leur en vouloir, et c'est le cas souvent avec d'autres technologies. On ne savait pas, ils ne savaient pas et on manquait d'éducation. Éducation, pédagogie, c'est la clé. Mais si je prends d'autres sujets, toujours technologiques, le cloud par exemple, qui est-ce qui fait de la pédagogie vis-à-vis des parlementaires, des élus sur le cloud? C'est les prestataires de cloud. Donc c'est ce qu'on appelle du lobbying. C'est pas ce qu'on appelle de la formation. Et c'est ça toute la problématique, c'est comment on forme aussi nos élus, pas qu'au sujet tech. Moi je suis un petit peu effaré, typiquement, je crois que les élus au sens large, et pas qu'en France, c'est la seule fonction au monde où on est capable de dire t'as été élu, tu as la compétence. Aucune formation. Rien d'obligatoire. C'est clair. Ça veut dire que derrière, on a des gens qui vont peut-être être en commission finance, en commission sociale, en commission santé, en commission affaires étrangères, armée, etc. Des sujets qui sont un petit peu lourds, qui n'ont aucune formation. Est-ce qu'un PDG d'une boîte, on dirait, t'as été élu, non. Ouais, c'est complètement fou. Et encore à plus grande échelle, c'est le cas aussi pour les ministres. Tu deviens ministre de la Santé, t'as pas forcément été une expertise dans la médecine en général, ce qui est quand même assez what the fuck. Tout à fait, à ceci près qu'on est sur de la nomination, ce qui est très différent, parce qu'une nomination, c'est censé ne pas être du copinage. Mais c'est censé. Et c'est là où on se rend compte que la politique est de moins en moins censée ces derniers temps. Et c'est d'une certaine manière la faillite presque de la démocratie. C'est quand en fait on se rend compte que justement
on est à la frontière entre le besoin de connaissance et puis l'acceptation que n'importe qui peut avoir de n'importe quel poste. C'est déjà Platon qui le disait, la multitude elle est folle, le peuple il peut être fou s'il a la capacité de voter pour des gens qui n'ont aucune compétence. Et lui il recommandait pas la démocratie mais l'oligarchie. Et je dis pas qu'il faut une oligarchie, je dis juste qu'il faut assumer le fait qu'on a des limites qu'il faut intégrer à notre manière de travailler. Typiquement, on devrait avoir des manières de bosser très différemment sur la tech et s'inspirer beaucoup plus de ce qui se fait à l'étranger. Ouais. En France, il y a combien, j'allais dire, d'organisations liées au numérique? Il y en a plein. On a un ambassadeur du numérique, on a Etalab, on a la DINUM, il n'y en a pas un des trois qui sont rattachés au même ministère. On a ensuite tout ce qui est rattaché au secrétariat d'État à Bercy, qui n'est qu'un secrétariat d'État, alors qu'on est quand même sur quelque chose qui devient régalien, le numérique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de manche unique. Alors, il y a le président de la République, mais le président de la République, c'est pas sa priorité, je crois. Pour des bonnes raisons d'ailleurs, mais ça ne peut pas être une priorité le numérique aujourd'hui. On a d'autres enjeux un peu économiques, sociaux, etc. Ouais. Dans ce contexte-là, c'est quand même fou de se dire qu'on a un millefeuille numérique en France qui est peut-être l'un des plus denses au monde et qui n'est pas efficace, simplement. Je rêve qu'on ait un vrai ministère du numérique avec un seul manche pour pouvoir avoir un vrai pilotage. Je crois qu'on en est extrêmement loin, mais qu'on y arrivera parce qu'on n'aura pas le choix, parce qu'au bout d'un moment, il faudra porter le coup réellement face aux GAFA ou aux nouveaux GAFA. Je citais le cas de TikTok tout à l'heure. Si on avait vraiment voulu gérer le sujet TikTok, on aurait pu. Ouais. Mais c'est juste qu'on n'avait pas les structures pour le faire. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de volonté. Ok. Mais c'est vrai que voilà, on parle du numérique puisque c'est un sujet qu'on connaît, mais du coup ça interroge sur quand tu vois un sujet que tu connais bien, la manière dont il est traité, tu te poses la question sur d'autres sujets que tu ne connais pas et tu peux penser quand même que ces sujets sont traités de la même manière en fait. Mais c'est le cas, moi en tant que maire, je me suis fait élire et dans la foulée je me retrouve à devoir gérer un théâtre, un cinéma, etc. Ouais. Je suis pas expert. Alors, j'apprends, j'ai fait énormément de formations parce que justement j'avais vraiment peut-être ce syndrome même de celui qui sait pas. Mais n'empêche que derrière, il y a un nombre de règles et de règlements qui sont complètement dysfonctionnels. On a des commissions obligatoires qui ne servent strictement à rien et par contre sur des sujets vraiment importants, ça fonctionne pas. Aujourd'hui, je prends une mairie, on a chez nous 33 élus. Sur les 33 élus, les élus d'opposition, à part râler et polémiquer, fonctionnellement, ils ne servent à rien. On va avoir, ne serait-ce que des pays anglo-saxons, en fait, tout le monde doit travailler ensemble. Il n'y a plus d'opposition puisqu'on est sur des échelles locales. Ouais. On est juste sur de la coordination d'idées, de travail, et ça marche beaucoup mieux. Tout ça, ça nécessite des réformes, ça nécessite des gens qui voyagent un peu et qui affrontent d'autres modèles. La chance dans le Web3, c'est que pour le coup, on a des communautés qui voyagent, qui sont très fluides, qui sont très internationales, qui sont très multiculturelles parce que tout le monde travaille sur Telegram, en anglais, en français, dans toutes les langues. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup plus de croisements et beaucoup plus de foisonnement. Avec derrière ce risque de glissement. C'est-à-dire que par contre, un pays qui va attirer une communauté, si demain il y a un pays qui fait mieux, ça peut tourner très très vite. Et on le voit typiquement à la vitesse avec laquelle certains États des États-Unis ont eu cette capacité. On est passé d'un consensus à New York, puis à Austin, puis à Montréal, et on voit bien que c'est pas neutre. Et au-delà de ça, on se rend bien compte que on va avoir une fluidité qui nous permet d'accrocher beaucoup plus les réalités du terrain, mais qui vont larguer complètement les États, ou du moins la plupart des États, qui sont structurés autour de démocratie, nécessitant des parlementaires qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas comprendre quelque chose qui est aussi foisonnant. Moi, l'année dernière, j'ai amené des journalistes sur une blockchain week à Dubaï. Ils ont été les premiers à me dire, c'était des journalistes français, que jamais leur rédaction leur aurait permis d'aller à ce type d'événement en leur finançant le déplacement, mais qu'on peut rien comprendre à la crypto sans avoir mis au moins une fois les pieds à l'étranger, à Dubaï, à Singapour, etc. On se fait des idées reçues après derrière. On va entendre et lire dans la presse que y a pas de crypto en Chine. C'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus compliqué. Et cette complexité, c'est la beauté. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime la politique et c'est pour ça que j'aime la crypto. Okay. Et c'est peut-être le gros point commun. Ouais. Et pour terminer cette association d'idées, je dirais, moi, il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. J'avais écrit un article il y a assez longtemps dans une revue spécialisée où j'avais dit, au moment des Gilets jaunes, qu'on allait aller vers de la décentralisation et de la désintermédiation très rapide dans nos démocraties. Parce que le parallèle, il est quand même assez flagrant finalement. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de la proximité. Ils veulent la possibilité de se connecter à n'importe quel moment. Ils veulent des réponses. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup les territoires, parce qu'on est dans une décentralisation extrême. Et c'est toute la beauté.
Quand tu dis territoire, ouais, je pense par exemple au canton en Suisse, où c'est une organisation peut-être beaucoup plus horizontale, beaucoup moins... c'est de remettre de la démocratie participative. C'est ça. En France, impliquer les gens. Exactement. Moi, quand j'ai été élu, la première chose que j'ai fait dans ma ville, c'est faire un référendum d'initiative locale sur blockchain. Ok, hyper intéressant. C'est interdit. Ouais. C'est interdit, ça n'a aucun pouvoir légal. C'est interdit. Ce qui est assez fou quand même. C'est quand même dingue. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est quand même d'impliquer les gens et d'apporter quand même une solution technologique qui permet justement de fiabiliser, entre guillemets, ce vote démocratique. Tout à fait. Bon, après, il se trouve que l'histoire a fait que, étant moi-même un peu trop exposé, on s'est fait hacker et que ça a fait jurisprudence. Okay. Mais que la blockchain, justement, a sauvé la consultation, ce qui est quand même sympa. Mais au-delà, je trouve que on a un manque de cadre pour permettre un certain nombre de développements. Et c'est là où il faut des personnes qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis pour mêler la tech et la politique. Ouais. Certes, une fois qu'on a dit ça, on se concentre sur les principaux enjeux. Et les principaux enjeux aujourd'hui, c'est quoi? À mon humble avis, c'est des enjeux politiques et géopolitiques qu'on voit énormément d'attractivité. C'est des enjeux de vol, d'où l'importance de l'identification. Et c'est des importances après d'adoption. Et on a besoin d'éducation, de formation. Moi, j'ai donné énormément de cours dans différentes universités en France, à l'étranger. On a besoin que ça double et redouble. On manque de talent. On manque pas d'ingénieurs en France. On a des ingénieurs. Par contre, derrière, on manque énormément de gens qui ont la capacité de faire la stratégie blockchain. Aujourd'hui, je veux faire un projet blockchain, je veux des token économistes, je veux ne serait-ce que des dirigeants qui comprennent quelque chose. En France, je ne les trouve plus. Même chez Havas, on ne les trouve plus. Nos équipes ne sont plus en France. Et c'est pas qu'on veut pas, on veut, parce que notre siège est en France. Ouais. On n'y arrive pas. Simplement parce qu'on n'a plus les talents. Et ça, c'est un problème, et ça, c'est un risque pour l'attractivité de notre pays. Clairement. Pour venir sur l'IA, y a un vrai sujet aussi aujourd'hui, c'est les deepfakes. Donc finalement, ça fait penser, il y a quelques mois, il y avait une vidéo de Florent Pagny, donc le chanteur, qui avait été justement... dont l'identité avait été usurpée, et donc des gens recevaient une vidéo personnalisée un peu de Florent Pagny leur demandant finalement de l'argent. Ça, c'est un vrai sujet, les deepfakes, et il va en avoir de plus en plus. Pareil, comment tu arrives à... on va être envahi de deepfakes potentiellement, de faux contenus. Comment on arrive à naviguer dans cette jungle? La première fois où j'ai été confronté à ça, c'était il y a plus de 2 ans, il me semble. C'est le CSO de Binance qu'on accompagnait à l'époque, qui était aux États-Unis. Okay. Et il doit donner une conférence de presse, je sais plus du tout le sujet ni le contexte, en visio. On devait être post-Covid, donc ça se faisait. Et puis juste avant, il reçoit un SMS, je crois que c'était de l'école de sa fille, je sais plus. Et il y a une urgence, faut qu'il y aille. Donc il dit à son assistante, allez, ouvre la visio, tu dis que j'ai 10 minutes de retard. Okay. Et je m'occupe de ma fille, je reviens. Il arrive en bas, il va à l'école. La directrice dit, bah non, il y a rien. Lui, il est très très inquiet. Donc il dit, ok, je vous crois, mais j'ai reçu vraiment le message. Est-ce que je peux l'avoir? Et il perd du temps. Il va dans la classe, il perd du temps, il voit qu'il n'y a rien, il remonte, il a pas mis 10 minutes, il a peut-être mis le double. Et il arrive, et quand il arrive devant la visio, il n'y a plus rien. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour lui et qui, en deepfake, a fait la visio à sa place. Ok, incroyable. Ouais, mais alors, ça rappelle énormément de choses. Ça rappelle des choses qui étaient beaucoup moins technologiques. Typiquement, ça rappelle un peu le cas de Vinci au moment de Notre-Dame-des-Landes, où on a des militants qui avaient envoyé des faux communiqués pour faire cracher les cours de Vinci. Pour la petite histoire, à l'époque, ils s'étaient rendus compte très rapidement qu'ils n'étaient pas en train de faire cracher Vinci, mais de faire cracher les petits épargnants. Donc, ils avaient fait un faux démenti qui est arrivé, je crois, 3 ou 4 heures avant le vrai démenti de Vinci, le temps qu'ils comprennent. Pareil, le temps de compréhension. Et le point commun entre le deepfake et Vinci, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, tous les journalistes qui ont eu le communiqué de Vinci dans les mains, ils ont tous compris que c'était un faux. Tous. Et qu'est-ce qui a fait qu'en fait, ce communiqué a été viralisé quand même? Il y en a un truc qui n'a pas compris. C'est le chatbot. Je sais plus si c'était Reuters ou Bloomberg, mais en tout cas, je crois même que ça fait jurisprudence puisque le média a été jugé responsable. Ok. Parce que le chatbot n'avait pas cette capacité. Aujourd'hui, la technologie nous permettrait d'éviter ce type de cas. Le chatbot le verrait. Ouais. Parce que justement, la blockchain en infrastructure, peu importe comment, permet de protéger ça. Et de la même manière, un deepfake, on a les outils maintenant pour pouvoir se protéger. Okay. C'est de l'authentification, c'est de la signature, on sait le faire. Le seul problème, c'est que tant que c'est pas arrivé à grande échelle, c'est ça. Il y aura des accidents. Ouais. Et malheureusement, il y a eu déjà des deepfakes à très grandes échelles, que ce soit le cas de Florent Pagny, que ce soit le cas de Hong Kong, que ce soit le cas pour Binance, que ce soit d'autres cas. Mais tant, je pense malheureusement qu'il n'y aura pas eu un cas extrêmement macro, les entreprises n'en feront pas une priorité. La tech, elle existe. Ouais. Elle est mature. Et j'ai envie de dire, peu importe. Mais les gens ne vont pas s'équiper tant qu'ils n'ont pas vraiment le sentiment que c'est une priorité. Et c'est quelque chose qui est, d'ailleurs, dans les milieux technologiques, un vrai problème.
moi je suis secrétaire général aussi de la Ligue pour la sécurité du Web3. Il faut attendre malheureusement qu'on ait une figure exposée de la communauté qui se fasse couper un doigt pour qu'on ait enfin des personnalités qui sont tout aussi exposées, voire parfois plus, qui enfin s'intéressent à savoir comment on fait pour avoir un garde du corps et sécuriser ses employés, ses sièges, etc. C'est un problème quand même. Ouais. Il faut un accident pour que... Alors c'est très humain. C'est toujours comme ça. Très humain, mais c'est quelque chose qui est complexe à gérer. Ouais. Mais c'est vrai que de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a deux moyens de se prémunir des deepfakes à terme. Le premier, c'est une sorte d'antivirus qui viendrait analyser tout le contenu. Et en fait, ça peut être à la fois du contenu vidéo, mais du contenu audio, comme tu le disais. Hein, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être du contenu image, peu importe. Mais vraiment, une IA qui, en mode antivirus, analyserait vraiment les contenus pour savoir si c'est des faux ou des vrais contenus. Et de l'autre côté aussi, que les créateurs de contenu authentifient eux-mêmes en fait le contenu qu'ils créent. En fait, les deux solutions existent, c'est-à-dire que des logiciels qui existent pour savoir qu'est-ce qui compose une image. Bon, le FBI il l'utilise depuis longtemps. Moi, il y a 2-3 ans, j'y avais vu au Texas, il l'utilise. Après, c'est des questions d'adoption. Exactement. Ça, c'est différent. Et c'est un vrai sujet d'adoption, in fine. Exactement. Ouais. Et de l'autre côté, de l'authentification, on sait le faire technologiquement. Ouais. Mais c'est une question politique, c'est pas une question tech. Et le meilleur exemple, c'est de regarder ce qui se passe avec ces deux PA que j'évoquais tout à l'heure aux États-Unis. Ils se sont mis tous ensemble pour justement créer les normes, pour pouvoir avoir un petit logo qui serait sur les images, je sais pas, sur LinkedIn, sur Facebook. Je clique sur le logo et je sais qui est l'auteur du contenu. Je sais pas si c'est un vrai ou un faux contenu, mais je sais qui est l'auteur, qui devient responsable, même s'il est sous pseudo, et qui derrière engage sa crédibilité. Et qui est-ce qui manque, à ton avis, autour de la table, lorsqu'on est entre géants de la tech américains sur des sujets d'authentification? En une lettre? Et Twitter, qui... X. Ouais. C'est le problème. C'est pas du tout un sujet tech, c'est un sujet politique. Ouais, intéressant, je vois l'idée. Ouais. Mais, ok. C'est-à-dire que... Ouais, il y a une sorte de conflit d'intérêt, derrière. Non, mais les réseaux sociaux ne sont pas politiques. Par nature, de toute manière, ils sont très politiques. Voilà. Donc, c'est pas une question de conflit d'intérêt, c'est juste une question d'engagement politique. C'est pas un sujet de tech. Pourquoi les banques, aujourd'hui, en France, elles acceptent pas la crypto? Technologiquement, elles savent le faire. BNP Paribas, ça fait des années qu'ils savent le faire. Il y a peur d'être remplacé, ça, c'est indéniable. C'est une décision politique basée sur des peurs. Demain, le board de BNP dit on veut pouvoir encaisser les cryptos. Je pense sincèrement qu'il faut pas longtemps pour que ce soit fait. Parce que les équipes ont déjà bossé les sujets, ont déjà adressé les sujets juridiques, compliance, etc. Je pense que ce n'est pas du tout un problème. C'est un problème politique. Complètement. Qui repose en effet sur un certain nombre de facteurs. Mécompréhension, peur, idéologie, business. Mais bon, c'est là où j'aime la politique. C'est que finalement, c'est de l'humain. Et c'est l'humain qui, d'une certaine manière, peut faire évoluer les cadres, le business, etc. Et évidemment qu'un jour, les banques encaisseront la crypto. C'est sûr, mais ça va mettre du temps. Et ça va mettre d'autant plus de temps qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, je pense que ça va pas les rassurer. On parlait d'IA, on parlait de prise de décision, on parlait de politique. Est-ce que tu penses qu'un jour, les décisions politiques et même les politiques eux-mêmes vont être remplacées par des IA parce que plus efficientes? Plus efficient, oui. Malheureusement, on le sait déjà aujourd'hui sur un certain nombre de décisions, l'IA va avoir une capacité bien supérieure à l'humain. J'irais même jusqu'à dire, et là je suis un peu affreux, que sur l'émotion aussi. Typiquement, parfois l'humain va accepter de se faire remplacer sur un certain nombre de sujets. Je vais donner un cas très humain, très précis. Typiquement, moi, quand en tant que maire, je dois faire un vrai courrier pour annoncer un décès ou pour quelque chose qui est très dur, franchement, l'IA, elle le fait mieux que moi et ça me pèse beaucoup moins. Moi, je l'ai retouché et finalement, ça m'allégera de ça. L'IA, elle peut, mais pour autant, elle aura un énorme frein, une énorme limite. C'est que, en particulier pour des fonctions type maire ou élus locaux, c'est du terrain, c'est de l'humain, c'est de la chaleur humaine, et ça, elle l'aura jamais. Donc, ça va peut-être nous alléger encore une fois sur un certain nombre de choses, et tant mieux. Moi, si mon IA elle me permet de gérer mon budget mieux et d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, tant mieux. Si elle me permet de mieux gérer tout mon administratif, mon site internet, etc., tant mieux. Mais la réalité, c'est que 1, on n'en est pas là. 2, ça arrivera, mais ça ne sera que du mieux pour nous, pour notre quotidien, et ça sera une révolution à la hauteur de ce qu'a été le numérique pour nous. Et tant mieux d'une certaine manière. Je terminerai en glissant une chose, parce qu'on a toujours l'impression, on aime bien, surtout en France finalement, se faire peur.
On est dans Isaac Asimov permanent. L'IA va impliquer une révolution. On aime beaucoup ça. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est quand l'IA va permettre de résoudre des problèmes millimétriques, mais vraiment efficaces. Je donne un exemple. Sous ma casquette de maire, j'ai créé un site internet pour ma ville et je voulais qu'il soit 100% accessible. Alors, des sites 100% accessibles en France, ça n'existe quasiment pas. Parce qu'en fait, on ne sait pas le faire. Parce que personne ne s'y est vraiment intéressé. Il y a des normes 100% accessible pour tous les types de handicap. Ok. Du daltonisme jusqu'à Parkinson, en passant par des personnes qui sont aveugles. Ou je dis pas que le site il est parfait, il est peut-être pas à 100%. Il est beaucoup plus bien au-delà, en tout cas des normes légales. C'est de l'IA derrière. On s'en fiche. Quand on fait de l'audio-description dans un cinéma, c'est de l'IA. On s'en fiche. Complètement. Comme on le disait tout à l'heure, que ce soit de la blockchain. Ouais, exactement. Peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup plus, c'est finalement réussir à intégrer la technologie au quotidien pour résoudre des sujets. On s'en fout que ce soit de l'IoT qui permette d'améliorer la gestion de l'eau. Mais Suez, ils le font depuis longtemps. Ils ont même des drones dans les canalisations. Ils s'en font pas forcément. Enfin, ils en font des démos, mais d'une certaine manière, le grand public, il s'en fiche. Ce qu'ils veulent, c'est que ça fonctionne. Donc, on revient toujours à cette histoire du biz plutôt que du buzz. Ouais. Et derrière, en sous-jacent, l'intégration de la technologie dans le quotidien. Bien sûr. Mais c'est vrai que, enfin, on parlait justement, est-ce que les politiques pourraient être remplacées par des IA? Moi, j'avoue, je rêve de ce monde-là. Pour moi, ce serait un monde plus juste, plus efficient, qui lutterait contre les injustices, parce que t'aurais, en fait, souvent, tu peux avoir des décisions, par exemple, de justice qui dépendent de l'humain que tu as en face et pas des jurisprudences qui ont été mises en place. Et que, en termes d'exécution, après, Bien sûr, mais c'est un vieux rêve. Et d'ailleurs, c'est le rêve de tous les proches de Peter Thiel, qui, à l'époque, j'avais travaillé avec un certain nombre d'entre eux, lorsqu'ils avaient imaginé The DAO. Cet État qui était gouverné entièrement par la technologie, où le code était loi. Code is law. C'était vraiment idéologiquement quelque chose qui avait été posé extrêmement fort. Moi, j'y vois un certain nombre de limites. C'est que si on n'intègre plus le facteur humain, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs toute la limite à tout le travail qu'ils ont pu mener. Malheureusement, l'humain n'est pas parfait et avoir des codes qui sont rigides entraîne un certain nombre d'erreurs. C'était le cas et c'est pour ça d'ailleurs que le projet n'a pas fonctionné. C'est à partir du moment où ils ont voulu se structurer sur une souveraineté, ça ne marchait plus. Mais pour autant, on a des parallèles qui pourraient être faits. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup citer, que j'avais un petit peu théorisé parce que je trouve ça assez rigolo. C'est le si alors. En langage un peu geek, c'est ce qu'on appelle le smart contract. Ouais. Qui n'a rien de smart, mais qui est un contract. Et j'avais théorisé ça en disant on devrait passer sur un smart contrat social, pour reprendre un peu de Rousseau dans le texte. Autrement dit, essayer d'automatiser un certain nombre de si alors. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je fais une bêtise, alors je vais être convoqué immédiatement au commissariat ou en justice. Sauf qu'aujourd'hui, si je fais une bêtise, même grave, je vais être convoqué dans un an. Ça, c'est pas possible. En France, j'ai eu des cas encore très récents, il peut y avoir 1 an de délai. Pour des décisions qui, pour le coup, sont de la notion de l'algorithme. Je reconnais la faute, je devrais avoir la punition tout de suite, j'ai pas besoin d'attendre 1 an, d'embourber la justice, etc. Le si, alors, je pense qu'on pourrait le théoriser un petit peu plus et qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on pourrait, à minima, le développer dès maintenant sans que ça coûte vraiment grand-chose. À mon avis, ça allégerait même un certain nombre d'applications de justice. Ok, ouais, ne pas tomber dans les extrêmes et aussi peut-être combiner justement la partie humaine avec la partie technologique, faire un mix des deux. Et aujourd'hui, par exemple, si je vais à Dubaï et que je vais acheter un appartement, mon notaire, il est 100% digital. Bon. Aujourd'hui, en France, il faut prendre un rendez-vous, il faut se déplacer. J'ai rien contre les notaires. Je dis juste qu'il y a d'autres pays où c'est déjà remplacé. C'est pas l'humain qui est remplacé, c'est le fonctionnement. Il y a toujours autant de notaires. Mais par contre, derrière, on s'adresse plus à eux en physique, en présentiel. On va pas signer les actes en papier. Tout est dématérialisé. On n'en est pas là en France. Sur la numérisation, on est déjà en retard. Donc après, essayer de nous parler de tech de pointe, on en est très loin. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a un fossé énorme entre, par exemple, j'étais la semaine dernière au Maroc, on parlait de digitalisation des services publics. Et on avait l'impression, nous, d'être très en avance. On n'est pas aussi en avance qu'ils le sont à Hong Kong, à Dubaï, à Singapour ou même en Asie, plus largement. On est un peu au barycentre et il faut assumer qu'on est encore loin de ce vers quoi on peut aller. Il y a énormément d'économies, énormément de travail à faire, d'améliorations à apporter. Non, mais hyper intéressant. En fait, moi, la question que je me pose, tu vois, c'est que si demain, justement, tu veux faire une refonte en profondeur du système juridique ou peu importe, en utilisant la tech, de qui peut venir
cette révolution? Est-ce que ça doit venir du privé ou du public? Je vois mal, en fait, des acteurs publics militer pour ça. Parce qu'il y a ce confort aussi où, quand tu penses public, tu es dans une sorte de monopole où, en fait, pourquoi faire bouger les lignes alors que tu es dans ton confort? Je pense que c'est des décideurs qui sont à la manette et qui vont faire bouger des lignes. Mais des décideurs politiques. Ok. Mais en France, en fait, on a une grosse distinction entre les élus et les agents. C'est-à-dire que les politiques ne sont pas les agents de la fonction publique. Et c'est eux qui peuvent faire bouger les lignes. Mais c'est pas facile. Il faut beaucoup de courage. Et du courage en politique, c'est probablement la dernière chose que les hommes politiques ont envie d'avoir. Parce que le courage, ça implique un danger. Ouais. Et personne ne veut se mettre en danger. Exactement. Or, mon point de vue, c'est que parfois, il faut prendre des risques. Alors, bah oui, parfois, il y aura des échecs. Mais techniquement, on sait très bien que parfois, il faut franchir le pas. Je prends un exemple qui est, je crois, malheureusement bien connu. Les messageries qui ont été inventées par l'État pour les ministres. Bon, ils les utilisent pas. Ils sont tous sur Signal et Telegram. On le sait, on le voit et ils nous répondent dessus. Donc, on n'est pas dupes. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Moi, je dirais intuitivement, tu vois, que qui dit réseau social dit effet de réseau, et que si tout le monde est sur le même réseau social, tu vas aller dessus et tu vas pas aller... Alors, un peu plus macro, pourquoi on n'a pas de réseau social européen ? Il y en a bien en Chine, il y en a bien aux États-Unis. Alors, très clair, moi je dirais la régulation déjà, et peut-être le manque d'ambition, le manque de... Alors, c'est peut-être plus lié au marché de l'investissement, c'est-à-dire que pour moi, pour qu'un réseau social prennent, il faut de l'effet de réseau. Pour ça, il faut des gros moyens mis en place et c'est pas... Il faut de l'investissement, ce qu'on n'a pas en Europe. Exactement, voilà. Il faut de l'adoption, ce qu'on ne veut pas pousser politiquement en Europe. Et quand on a des politiques qui commencent à le faire, on a eu un exemple assez récent d'un politique qui a essayé de le faire, mais il était tellement tout seul que ça n'a pas marché. C'est quand Attal a essayé de pousser une application qui permettait de faire un genre d'Insta photo. Okay. Et c'est vrai que ça aurait pu fonctionner, mais il était tout seul. Ouais. Personne ne l'a suivi. Et puis la troisième chose, au-delà de l'investissement et de l'adoption, c'est les lois. Oui, on a des cadres aujourd'hui qui sont pas applicables. Et je vais être un peu provoque, mais aujourd'hui, Internet, c'est quoi ? Parce qu'on aime bien, nous, surtout dans le Web3, jouer un petit peu au sein en disant, nous, on est le camp souvent du bien, sinon c'est pas drôle. Et on essaie de réinventer la finance, on réinvente les industries, on apporte des solutions aux industries créatives, etc. Cool. Mais Internet, c'est quoi ? Factuellement, c'est un tiers d'interdits, de pornographie qui sont légaux, mais qui sont éthiquement ou moralement perçus comme interdits. Dans ce tiers, je vais avoir une partie de dark web, etc. Un tiers d'applications purement servicielles, qui pour le coup permettent de résoudre des problèmes, mais qui ne sont pas autre chose que du service. Et puis un tiers d'entertainment, et dans lequel j'englobe évidemment les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de l'entertainment. Avec tous les dangers sous-jacents aux trois choses. Du serviciel qui peut être attaqué très facilement, qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas efficace, de l'entertainment qui est l'objet d'ingérence et d'influence, et un dark internet, soit illégal, soit éthiquement, moralement perçu comme une limite, et sur laquelle en fait repose tout le reste. Et toi, tu penses que Internet devrait ressembler à quoi du coup Je pense que l'Internet de demain, c'est un Internet qui doit être basé sur des valeurs. Et ça veut dire que c'est un Internet qui ne peut être structuré que par plaque. Okay. On n'aura pas le même Internet que les Américains ou que les Chinois. On n'aura pas le même Internet qu'au Moyen-Orient ou en Inde. Mais on peut avoir des convergences qui sont géopolitiques et politiques. Ces convergences, elles doivent être basées sur plusieurs choses. D'abord, de la valeur. Autrement dit, des investissements. On ne peut pas espérer avoir du développement d'applications ou d'intégration d'applications, même de haute ou de basse technologie dans le quotidien si on n'a pas ces investissements. Or, aujourd'hui, en Europe, on est en retard là-dessus et je suis un peu déçu de voir dans quoi on investit par ailleurs. Quand je vois, c'était quoi l'annonce du sommet de l'IA en février, c'était plus de 100 milliards sur de la tech. Il fallait quoi ? Allez, un petit milliard, je crois que c'était même pas ça, ça devait être 667 millions pour éviter qu'un Mistral devienne américain. Les échelles sont quand même assez flagrantes. Ouais. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on investit. On n'investit pas bien, en tout cas. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on ne le fait pas bien. On pose des cadres européens, on n'est pas capable d'investir en tant qu'Européens sur des solutions dont les Européens ont besoin. Donc on a besoin d'abord de la valeur, c'est de repositionner quelles sont les choses sur lesquelles on veut investir. Deuxièmement, quelles sont les valeurs morales, éthiques, écologiques, sociales, sociétales. Aujourd'hui, on devrait avoir des priorités sur un certain nombre d'applications. C'est pas normal qu'on n'ait pas la capacité
de développer des applications européennes sur lesquelles on pourrait avoir de la crypto qui passe. Enfin, ça devrait passer, mais tranquille. Sur de la protection d'un contenu, ça pourrait être européen. C'est complètement simple à organiser. Ça a été fait en Asie. Pourquoi en Europe, on ne saurait pas le faire? Et il y a plein d'autres sujets sur lesquels on devrait savoir le faire. Demain, oui, je rêve à titre personnel que sur tous les ordinateurs et tous les téléphones, quand on prenne une photo, il y a même le petit logiciel déjà intégré qui disent que c'est moi qui en suis l'auteur et que lorsque je le poste sur n'importe quel réseau social, ça soit suivi. Ça me permettrait en plus peut-être d'avoir des royalties si je suis un petit créateur, et ça me permettrait d'avoir ma responsabilité et donc d'une certaine manière derrière une certaine protection. C'est quand même pas très compliqué et je pense qu'on y arrivera, mais il va falloir beaucoup de temps parce que ce sont des valeurs sur lesquelles on ne travaille pas assez. Dans les valeurs, oui, il y a l'écologie. Aujourd'hui, on devrait imposer un certain nombre de cadres pour qu'on n'utilise pas un certain nombre d'IA qui aujourd'hui sont complètement sales, de manière flagrante et connue, etc., etc. Dedans, dans ces valeurs, j'aimerais aussi voir la souveraineté, parce que la souveraineté, c'est pas qu'une souveraineté d'État, c'est une souveraineté quasiment business par business, pour pas dire citoyen par citoyen. Mais aujourd'hui, la souveraineté, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas assez. Et puis après, il y a d'autres valeurs, on pourrait y revenir, ouais. Elles sont nombreuses, mais faut pas se leurrer. Vaut mieux les imposer nous-mêmes que de se les voir être imposés. Ouais, bien sûr. Dans l'écosystème crypto, l'esprit libertarien et cypherpunk, il a été imposé. Et moi, ça a été un problème chez Vivendi ou Havas. Ça a été un problème parce que expliquer aux gens, mais comme dans les banques, qu'il faut s'en défaire parce qu'il y a des vraies applications industrielles, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Donc, la valeur, les valeurs, et puis derrière, les applications et les usages. Non, hyper intéressant. Pour revenir sur l'aspect écologique, est-ce que c'est pas finalement un non-problème? Parce que, certes, effectivement, il y a des IA qui consomment énormément d'électricité, mais en même temps, est-ce que le rendu, l'output est pas justement très productif? Enfin, après, c'est dur de mesurer, mais est-ce que c'est pas un non-problème? Est-ce que finalement, il faut pas juste améliorer, je sais pas comment expliquer, mais notre production d'énergie, et c'est pas forcément comment utiliser. Alors, enfin, il y a plusieurs choses. Ouais. Il y a d'abord en effet la production énergétique, et moi je crois beaucoup aux travaux, et je pense qu'il faut investir énormément, et en France on aurait intérêt à investir là-dedans vraiment. Plutôt que freiner la consommation et développer la production énergétique. Il y a plusieurs choses différentes. Il y a d'abord la production énergétique. Oui, il faudrait en France, fusion-fission devrait être notre priorité. Quand on voit que ce sont les GAFA qui investissent là-dedans pour leurs IA, on se dit qu'on est en retard, on devrait nous en faire un enjeu de souveraineté. Ensuite, au-delà de la production, il y a aussi l'IA en tant que telle. L'IA, c'est trois choses. C'est des datas en amont, des contenus, des datas en amont. C'est un algorithme, puis c'est du contenu et des datas en aval. Ouais, complètement. Le truc, c'est que là-dedans, l'impact énergétique, il n'est pas le même suivant quel endroit on est. Et puis, chaque IA va avoir des impacts différents. Donc derrière, ce qu'on doit vérifier, c'est l'output. Et l'output, il peut être pluriel. Ça peut consommer beaucoup d'énergie, mais ça peut aussi en faire énormément. Il y a eu plein d'études qui ont été faites qui ont démontré que certaines IA sont sales parce qu'elles sont vieilles et qu'il faut arrêter de les utiliser. Que certaines autres peuvent permettre de gagner en productivité et donc d'améliorer, je dis n'importe quoi, l'usage ou l'efficacité d'un certain nombre d'applications et donc de faire des économies d'énergie. La smart grid de demain intégrée à la smart city doit justement bénéficier de l'IA pour pouvoir faire ces économies. Peut-être qu'on a un démarrage qui est pas top, mais peut-être que demain on va y gagner. Et finalement, ça rappelle une histoire, non? Ça rappelle pas un peu l'histoire du Web3 avec Bitcoin qui était perçu comme extrêmement sale et on avait tout le monde qui nous disait oh là là, c'est la ville de je sais pas quoi qui quotidiennement est bouffée par Bitcoin en termes d'énergie. Ok. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais un token sur Proof of Work et que je compare au même token sur de la Proof of Stake, en termes de poids, c'est d'un côté un éléphant, de l'autre côté une plume, quoi. Ouais. Et pour le même usage. Parce que la tech s'est améliorée et parce qu'on a été capable, et c'est là où je suis peut-être idéaliste et progressiste sur le sujet technologique, d'avoir des usages et des intégrations d'usages qui vont être de plus en plus positives, pas seulement écologiquement parlant, mais plus globales. On a un certain nombre de problèmes dans notre communauté qu'il faut assumer. L'écologie en est un. Je dirais aussi, d'une certaine manière, les enjeux sociaux. Dans la communauté Web3, quand il y a des événements, il y a combien de femmes ? Ouais, c'est ça. Alors moi, je regardais la dernière fois l'audience de mon podcast grâce aux données YouTube et j'étais à 97% d'hommes et 3% de femmes. Malheureusement, on est sur des communautés, mais c'est pas que le Web3, c'est la tech. Au sens large. Ça pose des questions quand même. Pourquoi on n'arrive pas à diversifier nos profils ? On doit s'interroger là-dessus et on doit essayer de travailler pour améliorer tout ça. Mais encore une fois, c'est le croisement toujours entre tech et politique.
Bien sûr. Pour revenir aussi sur l'aspect écologique du Proof of Work, alors c'est intéressant, récemment j'ai fait une interview avec Alexandre Stachenko et Jean-Charles Galli, ils ont écrit un livre ensemble, Bitcoin, le choc géopolitique, et ils expliquaient justement que c'est vrai que les écologistes de base étaient très réfractaires au Bitcoin et au Proof of Work, donc à la preuve de travail, et eux ont montré justement que ça peut être au contraire un outil entre guillemets écologique dans le sens où, alors ils prenaient l'exemple du Texas, où justement il y avait où la production énergétique parfois était coupée. La production d'électricité était coupée parce que au Texas, l'été il fait très froid, il fait très chaud, l'hiver il fait très froid, et que finalement t'as pas de matelas pour absorber les... Moi, ce qui m'affole le plus, et vraiment ça me rend profondément triste, c'est que la complexité a détourné les modérés. Ouais. Or aujourd'hui, quand j'entends le Rassemblement national ou les proches de Zemmour ou l'extrême droite qui dit mais dis donc, on pourrait peut-être brancher des réseaux Web3 sur des centrales nucléaires pour récupérer l'énergie, je me dis mince, on a raté un truc. Parce que non seulement ils ont raison, mais c'est pas eux de préempter ce sujet. Bien sûr. C'est pas normal. Oui. Et après on passe pour une communauté qui est extrême. Non, c'est pas le cas. C'est juste que malheureusement, les modérés ne s'y en sont pas assez intéressés. Bien sûr. Le Web3 n'est pas idéologisé par des extrêmes. Il l'a été, il faut le reconnaître, à l'origine par les cypherpunks, et encore longtemps parce qu'on avait un certain nombre de gens qui étaient véritablement anti-système. Mais aujourd'hui, et ça m'amuse, on n'est plus comme avant. Moi, quand j'ai commencé à me plonger dans l'écosystème en 2012-2013, tout le monde était en t-shirt, en mode cypherpunk, etc. J'étais le seul en costard, ça m'amusait. Aujourd'hui, on est tous en costard dans les réunions et dans les grands sommets internationaux de la crypto, à Token 2049 la semaine prochaine. Les gens, ils seront pas forcément que en t-shirt, il y en aura sans doute, mais on est sur un monde qui a bien évolué. Et ce gap, il faut assumer qui nécessite des gens qui vont être des passeurs. Et c'est là où on a besoin d'éducation, de formation. Nos élus, et pas que. Mais oui, typiquement sur ces sujets, on devrait utiliser le Web3 sur un certain nombre de trucs, bien sûr. Ouais. Et dernière question, toi, tu la vois comment justement la convergence entre d'un côté l'IA et le Web3 ? C'est vrai qu'il y a pas mal de synergies entre les deux, mais à quel moment vraiment y avoir une fusion entre les deux, un killing un peu use case ? En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que pendant des années, il y avait toujours ce sujet, qu'est-ce que l'IA va faire pour le Web3 ? Ou qu'est-ce que l'inverse finalement ? En fait, c'est l'inverse. L'IA pour le Web3, oui, ça peut améliorer un certain nombre de mécaniques pour les traders, etc. Ok, il y a certains cas d'usage, mais ils sont micrométriques. Par contre, qu'est-ce que le Web3 peut faire pour l'IA ? Le protéger, l'encadrer, le structurer, renouer avec la confiance, et c'est ça qu'on a besoin avec l'IA. Et d'une certaine manière, si le Web3 peut amener la confiance à l'IA, eh bien, je pense qu'il aura fait son job. Complètement. Merci beaucoup Fabien. Est-ce que tu veux partager un dernier mot pour la fin, moment un peu carte blanche ? Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais peut-être pour terminer, moi j'ai eu cette chance, je le disais, de faire une vingtaine de pays ces derniers mois. Et ce que je me rends compte, c'est que on est à un moment vraiment charnière et les gens ne s'en rendent pas compte. On est à un moment charnière où pour la première fois se posent les questions réglementaires, politiques, géopolitiques, sociales, économiques, business, dans tous les pays. Et je rêve un petit peu d'avoir des influenceurs, des médias qui sortent un petit peu de leur bulle pour aller justement reconnecter ces mondes. On n'a pas assez de médias généralistes qui s'intéressent à notre monde. Le monde de la crypto, de l'IA, etc., il peut pas être vu depuis Paris. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un certain nombre de flashs, mais on a besoin d'avoir des gens qui vont sur le terrain et qui vont essayer de comprendre comment ça fonctionne, le proof of work quand c'est structuré sur des data centers ou des mines en Azerbaïdjan ou au Kazakhstan. Et donc, je pense qu'on est à un moment où il faut savoir s'ouvrir de sa bulle et assumer que il y a pas beaucoup de fois dans nos vies, on aura des révolutions aussi importantes. La révolution Web3, elle est bien avancée. La révolution IA, elle est bien lancée. Mais la révolution de la convergence, elle ne fait que commencer. Et j'ajouterais, finalement, c'est quelque chose qu'on devrait appliquer tout le temps et pas à un moment ponctuel, et que ça devrait concerner, en fait, tous les pans de la société. Enfin, je pense à l'éducation, par exemple. C'est vrai que j'ai quand même... Oui, mais tous les jeunes aujourd'hui qui veulent être journalistes, ils ont Tintin en tête. Or, les journalistes aujourd'hui, malheureusement, se sont devenus pour certains des IA. Ils vont faire du recyclage de dépêches AFP. C'est pas ça le journalisme. Bien sûr. Et c'est un cas évidemment qui est emblématique, mais qui n'est pas limité. Aujourd'hui, un enseignant, je suis d'accord pour reprendre le même exemple, il devrait aller sur le terrain beaucoup plus. Il devrait savoir transformer sa manière d'apprendre.
moi, quand j'ai eu la chance d'enseigner et même d'apprendre, d'être étudiant à l'étranger, je me suis rendu compte qu'on apprenait parfois beaucoup plus en dehors de sa salle de classe quand on allait dans les assos étudiantes, qu'on allait créer son asso étudiante, qu'on allait rencontrer des gens, qu'on allait s'ouvrir. L'ouverture d'esprit, c'est la clé, mais dans nos milieux technologiques, c'est plus qu'une clé, c'est la porte. Ouais, complètement. Yes. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi.